à tous, il est l'heure de Parlement Hebdo, une émission politique et parlementaire que j'ai le plaisir d'animer avec Mickaël Zamès. Bonjour Mickaël. Bonjour Elisa. 45 minutes pour décortiquer toute l'actualité politique et parlementaire. Et à la une, cette semaine, la loi El Khomri sur la réforme du travail, toujours très contestée. Entre 170 000 et 600 000 personnes ont manifesté dans toute la France jeudi. En marge des cortèges, de violents affrontements ont eu lieu entre casseurs et forces de l'ordre à Paris, Rennes, Marseille ou Nantes. Forte amélioration sur le front économique, la croissance repart. Autre bonne nouvelle cette semaine, la baisse du chômage. 60 000 demandeurs d'emploi en moins en mars. Notre action porte ses fruits, déclare le ministre des Finances. Ça va mieux, avait déclaré François Hollande à la télévision. Ils ont donc voulu marteler ce message. Une vingtaine de ministres s'est réunie lundi à Paris. C'est « Eh oh, la gauche », une initiative lancée par Stéphane Le Foll pour défendre le bilan du chef de l'État. Alors ça va mieux, on demandera à notre invité qui commentera toute l'actualité de cette semaine. Luc Carvenas, bonjour. Bonjour. Sénateur maire d'Alfortville, vous allez commenter donc toute cette actualité. Et on va donc commencer par ce qui a marqué ce début de semaine, c'est ce cri du cœur. « Eh oh, la gauche ». Et vous le savez, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et donc, les fidèles de François Hollande étaient réunis lors d'un meeting à Paris. Objectif, défendre le bilan du quinquennat. On voit ça avec Jean-Baptiste Daoulas. Eh oh, la gauche, c'est l'expression pas très courante choisie par Stéphane Le Foll pour défendre la politique de François Hollande. C'était une interpellation qui consistait à dire, mais on est critiqué, tout le temps critiqué, mais eh oh, regardez quand même ce qu'on a fait. Et comme l'adage veut que l'on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même, ce sont une vingtaine d'actuels et anciens ministres de François Hollande qui se chargent de défendre le bilan du président, avec des éléments de langage soigneusement préparés. Sur le plan économique, les choses vont mieux. La France va mieux. La France va mieux qu'elle ne le pense elle-même. Un élément de langage pour rassurer les Français et un autre pour mettre en garde ceux qui, comme Emmanuel Macron, veulent dépasser le clivage gauche-droite. Parce que la réalité, c'est que la gauche et la droite, c'est pas pareil. La droite et la gauche, ce n'est pas la même chose. La gauche et la droite, c'est pas la même chose. Emmanuel Macron est absent, mais les principaux ministres sont là pour énumérer les mesures prises depuis 2012. Alors Najat, je te laisse la parole. Et oh la gauche. Retraite à 60 ans, prime d'activité, mariage pour tous. Le meeting prend alors des airs de thérapie de groupe pour faire croire à 2017. Comme femme et ministre de gauche, je veux aussi vous dire que moi, je n'ai pas renoncé à la victoire en 2017. J'appelle ce que l'on appelait les frondeurs à ne pas se tromper de camp. Il n'y a personne à gauche qui doit vouloir faire perdre la gauche. Le meeting a galvanisé les partisans de François Hollande, mais il n'a pas rassemblé au-delà de la majorité. Les frondeurs, Europe Écologie Les Verts et le Parti communiste ont critiqué l'opération. Alors Luc Carvenas, vous signez vous-même ce vendredi dans Le Monde une tribune avec 23 parlementaires. En somme, c'est un soutien à François Hollande. Ça y est, c'est parti en fait. Un soutien à François Hollande, j'espère que nous le sommes tous dans la majorité présidentielle. Oui, bien sûr, il y a toujours les collègues que l'on qualifie de frondeurs depuis le début de ce quinquennat. Écoutez, cette opération est haut la gauche, si elle peut être utile, mettre une pièce de plus dans la machine de la compréhension vis-à-vis de nos concitoyens, tant mieux. Je pense sincèrement que c'est pas le rôle des ministres de faire ça. Mais est-ce que ça sert ce genre d'initiative? C'est plus une méthode Coué? Non, ça peut toujours servir à partir du moment où on en parle, de ce qu'on a fait. Donc tout ce qui peut servir à rappeler le bilan, c'est utile. Mais est-ce que c'est le rôle des ministres de le faire? Je ne crois pas. Pourquoi? Parce que c'est le job du Parti socialiste. Et je crois que les Français qui nous observent et qui attendent justement que les résultats soient de plus en plus positifs, ils attendent des ministres qui soient au travail et non pas dans la contemplation. Donc ils ont eu tort de se réunir comme ça à Paris, à la fac de médecine? Je pense que, vous l'avez dit, Mickaël Zamès, ce sont les amis historiques de François Hollande, mais là aussi, j'avais cru comprendre que nous étions tous hollandais. Donc c'est le mouvement Répondre à gauche de 2011 qui prend aujourd'hui... Voilà, de Stéphane Le Foll, qui prend aujourd'hui l'essor de Eh oh la gauche. Donc on comprend que c'est la préparation de la candidature, j'imagine, de François Hollande à l'élection présidentielle. Il faut faire attention. Quand même, vous critiquez le fait que ce soit les ministres aujourd'hui qui prennent la parole, qui vont se déplacer dans toutes les villes. Je pense que les ministres, il faut qu'ils soient à leur tâche à 100%. Ceux qui doivent faire le job de l'explication dans le texte, c'est les parlementaires. J'en fais partie, vous l'avez dit, j'ai signé une tribune, et c'est le Parti socialiste. Donc les ministres ne sont pas à leur job à 100%. Il faut faire aussi attention à l'image que ça renvoie. Parce que quand on est dans ce genre d'initiative, il ne faut pas se tromper. Et si ça renvoie à l'image d'un entre-soi avec des élus et des collaborateurs d'élus... C'est le cas ?
un peu beaucoup quand même, oui, il faut dire les choses. Donc je ne suis pas sûr que tout ça participe au-delà de ce qu'on imagine que ce serait. Donc c'est bien. Oui, mais très critique quand même. C'est une expérience qui peut être utile, mais encore une fois, je veux que cette énergie soit plus consacrée dans le Parti Socialiste, dont je suis secrétaire national, autour de Jean-Christophe Cambadélis, autour de la Belle Alliance Populaire. Pourquoi je dis ça? Parce que je vois maintenant que Patrick Caner veut faire un EO la gauche à Lille, que les amis de Martine Aubry disent en plus ça va se faire sans nous, donc merci du retour. Il y a plusieurs initiatives qui ont été lancées, vous disiez, la Belle Alliance Populaire. Je pense qu'il n'y a pas plusieurs initiatives dans les régions, il n'y en a qu'une. C'est celle initiée par Jean-Christophe Cambadélis, celle de la Belle Alliance Populaire. Moi, je Il y a de la friture sur la ligne entre le Parti Socialiste et les ministres. Non, je ne souhaite pas. Non, c'est très bien que ça ait été fait, encore une fois. Et d'ailleurs, moi, je participe à cela dans la tribune initiée ici par ma collègue et amie Frédérique Espagnac au Sénat. Non, bon, ça a été utile, on en a parlé, ça a permis de rappeler le bilan, ce que très bien le petit reportage a témoigné. Mais encore une fois, moi, je suis maire d'Alfortville, hein. Mes habitants, ils me disent tous les jours, c'est très bien, mais nous, on veut que les ministres soient à 100% à leur charge, comme Macron, lorsqu'il nous a envoyé le mouvement juste avant de parler d'Emmanuel Macron, un grand absent de EO la gauche, c'était Manuel Valls qui n'était pas là. Il n'est pas comptable du bilan du gouvernement? Il est le chef du gouvernement. C'est lui qui... il n'avait pas porté ce bilan? Écoutez, il y avait dans son calendrier, dans son agenda parlementaire, pardon, je ne suis pas son chef de cabinet. Hein. Je suis proche de Manuel Valls, mais je veux bien être comptable de tout, mais pas de son agenda quand même. En tous les cas, l'initiative, elle était initiée par Stéphane Le Foll. Il y avait beaucoup de ministres. Il s'applique que Manuel Valls en ce moment. Je constate que Jean-Yves Le Drian n'y était pas, que Bernard Cazeneuve n'y était pas, que Manuel Valls n'y était pas, qu'Emmanuel Macron n'y était pas. Justement, Emmanuel Macron va en parler. Oui, Emmanuel Macron va en parler puisque c'est un ministre qui fait particulièrement parler de lui en ce moment. Il multiplie les déplacements, les petites phrases. Ce qui me motive, c'est de façonner l'avenir de mon pays, a-t-il dit à un journal allemand. Alors Emmanuel Macron qui promet une nouvelle offre pour 2017. Luc Carvounas, est-ce qu'il doit clarifier sa position? C'est à lui de le dire. Moi, je constate que En Marche a débuté à Amiens et qu'il est déjà en marche à Paris, visiblement. Donc, il faut faire extrêmement attention. Je pense que Emmanuel Macron... est un vrai produit de l'ascenseur républicain. C'est un esprit brillant. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut être, j'imagine, candidat à l'élection présidentielle. Vous le croyez? Oui, je le pense. Il faut qu'il soit clair. On n'organise pas un mouvement comme celui-là sans avoir l'idée peut-être d'être candidat. Après, j'ai entendu qu'il était loyal à François Hollande. Vous savez, il doit rester ministre ou pas? Mais c'est pas à moi de le dire. Non, mais vous avez un avis personnel, donc. C'est pas à moi de le dire. Manuel Valls dit que c'est la créature de François Hollande. C'est un cas réglé depuis l'Élysée. On saura dans quelques semaines, très rapidement, s'il est candidat ou pas, parce que j'imagine que si c'est son architecture et ce qu'il prévoit de faire, il quittera le gouvernement. Mais en même temps, je trouverais ça dommage qu'il quitte le gouvernement, parce que c'est quelqu'un de brillant. Et que, vous voyez, ce qui manque, c'est cette notion du collectif. Mais pourquoi ça manque? Parce qu'on va trop vite dans une carrière politique, on grille quelques étapes. L'étape du rapport à la fidélité, l'étape à la construction politique, à la famille qui vous a permis d'être là où vous êtes. Il va, à mon sens, dans ce qui est mon ADN à moi, trop vite, parce que moi, j'ai appris ce que c'était, étant un enfant issu d'une famille prolétaire, l'ascenseur républicain, je l'ai pris aussi. Mais j'ai appris aussi ce qu'étaient les codes en politique, et notamment le rapport à la fidélité. Et je trouve ça très étrange que celui qui vous a construit, en l'occurrence François Hollande, a construit Emmanuel Macron. Certains même accusaient que c'était le fait du prince qui l'avait nommé ministre. Aujourd'hui, de le voir pousser des ailes vers un autre avenir, il faut juste faire attention qu'il ne devienne pas Icare. On passe à mardi. Mardi, le chômage était à la une. Forte baisse du chômage en mars 2016, moins 1,7%, soit 60 000 demandeurs d'emploi en moins, du jamais vu depuis 16 ans. De bons résultats salués par la ministre du Travail. Écoutez-la. Moins 60 000, c'est la meilleure baisse mensuelle depuis 2000. Voilà, donc depuis 16 ans. Et j'ai l'habitude, vous le savez, pour ceux qui me suivent dans chacune de ces annonces des chiffres mensuels du chômage, j'ai toujours l'habitude de rappeler, et tous les services statistiques le disent également, qu'il faut regarder les choses en tendance sur les 3 derniers mois. Là, la tendance, elle est très claire, c'est moins 50 000 demandeurs d'emploi en catégorie A sur les 3 derniers mois. Donc non, la baisse n'est pas timide, la baisse est importante, et c'est une bonne nouvelle.
Luc Carvounas, on entendait Myriam El Khomri, elle parle de tendance, on voit ça a baissé au mois de mars, ça remontait au mois de février. On ne peut pas vraiment parler d'une baisse continue de la courbe du chômage. Oui, mais il faut quand même être réaliste. Moi, je fais partie de ceux qui, depuis le début de ce quinquennat, même dans les pires difficultés, je dis toujours, vous allez voir, les réformes structurelles posées par François Hollande et Manuel Valls vont porter leurs fruits. Je l'ai toujours dit. Vous croyez toujours à l'inversion d'ici la fin de l'année? Bien sûr, mais les tendances macroéconomiques, c'est pas moi qui le dis, ce sont tous les experts. Elles sont là, elles le prouvent. Mais en même temps, je me souviens d'un échange que j'avais eu avec un sondeur d'opinion qui disait il y a 1 an déjà, il disait même si ça va aller mieux, pour prendre cette expression, les Français, parce que ça va arriver tard, auront du mal à le voir, voire ne le verront pas du tout. D'où toute la nécessité de cette pédagogie à marteler, et ça c'est le job du parlementaire que je suis, et pourquoi nous pas faisons le job les choses, du président. et comment nous... Le président, il est le chef de l'État, le chef des armées, il doit être à l'initiative de l'organisation de la politique gouvernementale, ce qu'il fait très bien. Voilà, je pense que le président de la République a été peut-être mal conseillé en communication, c'est pas à lui de dire ça va mieux, lui il est dans l'action. Ceux qui doivent dire ça va mieux, ce sont les Français, et ce sont les Français parce que nous les parlementaires, encore une fois, plutôt que de regarder notre nombril ou de tirer un peu la couverture sur nous-mêmes, comme le font certains dans la majorité présidentielle, nous sommes sur le terrain. Moi, je vous disais, je suis maire d'Alfortville, je suis sur le terrain en permanence, je suis confronté au réel en permanence. Et donc ça, c'est notre travail, nous. Et nous, notre travail, c'est d'être derrière le président de la République et de faire en sorte qu'il soit demain, j'espère, réélu. Le chômage baisse, la croissance repart, on le disait tout à l'heure. Tout est réuni pour que François Hollande puisse se représenter en 2017. Moi, je l'ai toujours dit. Écoutez, sous la Ve République, le président sortant est le candidat légitime. Après, nous avons aussi... Il a conditionné sa candidature quand même à la baisse de la courbe du chômage. Il a conditionné. Alors oui, je veux vous dire. Depuis maintenant quelques heures, quelques jours, on a moins 60 000 chômeurs de moins. Et j'entendais ce matin sur une chaîne concurrente Thomas Piketty qui vient nous dire « Hop, c'est 60 000, c'est très bien, mais on a quand même 650 000 chômeurs de plus sur le quinquennat. » Alors il faut faire quoi finalement? Toujours dire que ça ne va pas? Donc oui... Maintenant vous le dites, ça va mieux. Donc oui, ça va mieux. Oui, les Français ne voient pas que ça va mieux. Et oui, il faut utiliser tous les relais locaux que nous sommes, nous les maires, les premiers guichets républicains, pour expliquer pourquoi ça va mieux. Et moi, je le vois dans mon bureau, quand les petites TPE viennent me voir, ils me disent « Monsieur le maire, le carnet de commande, il repart ». Donc, il faut qu'on soit dans cette énergie-là. Et moi, je suis persuadé que la courbe du chômage, Myriam El Khomri, qui est une ministre très courageuse, qui dit que la courbe est une tendance, eh ben, on va faire en sorte, avec François Hollande et Manuel Valls, et Emmanuel Macron, que la tendance s'accélère. Alors, autre temps fort de l'actualité parlementaire, c'est la réforme du Conseil supérieur de la magistrature, votée conforme par l'Assemblée nationale et le Sénat, et qui pourrait ouvrir la voie à la tenue d'un congrès. Le ministre de la Justice y tient, mais la majorité des 3/5 des parlementaires semble quasiment impossible à trouver. Jean-Baptiste Daoulas. L'Assemblée nationale a adopté le texte. Un vote de l'Assemblée conforme à celui du Sénat, François Hollande est désormais libre de convoquer un congrès sur la réforme du Conseil supérieur de la magistrature. Libre, sauf que l'opposition des députés Les Républicains l'empêche d'atteindre la barre des 3/5 nécessaires pour valider la réforme. Le congrès semble donc compromis, même si le ministre de la Justice espère encore convaincre quelques députés de droite. Il y a aussi des parlementaires qui ont dit, je pense à Georges Fenech par exemple, secrétaire de justice des Républicains, qui m'a à l'occasion beaucoup dit pendant les débats en commission son attachement à l'indépendance de la magistrature. Donc moi je fais appel à la conviction et je demande que les postures soient oubliées. Mais les députés Les Républicains ne semblent pas prêts à faire de cadeaux. Ils dénoncent une réforme à minima qui ne changerait rien. Depuis 2008, le gouvernement suit déjà les avis du Conseil supérieur de la magistrature pour les nominations au parquet. Moi, j'appelle de mes voeux une plus forte, une réelle indépendance de la justice. Encore une fois, ça va au-delà d'une simple mesure technique qui nous est proposée et qui est très en retrait du projet initial qu'avait voulu le président de la République. Donc tout cela me paraît aller dans la précipitation. On ne touche pas à la Constitution. On ne touche, je dirais, à la Constitution que d'une main tremblante. Et là, manifestement, on n'est pas dans un contexte qui permet de le faire. C'est donc désormais un bras de fer qui va s'engager entre la majorité et l'opposition, quitte à prendre l'opinion publique à témoin. Je crois qu'il manque, si on fait les calculs, une quarantaine de voix. Il appartient au président de la République de juger s'il peut prendre le risque d'aller à Versailles en n'étant pas certain de gagner. Ou si le fait de perdre, par exemple, nous permettrait de mettre la droite devant ses responsabilités sur la question de l'indépendance des parquets.
Le président du Sénat, Gérard Larcher, a déjà indiqué hier qu'il était hostile à une convocation du Congrès. Luc Carvounas, vous croyez possible la tenue d'un congrès sur la réforme du CSM ? En tous les cas, cette réforme, elle a été votée dans les deux chambres au Parlement. Après, pour le Congrès, ça a été bien dit, il faut les 3/5. Moi, je vais vous dire, moi je souhaite qu'on y aille au Congrès. Faut tenter le coup. Faut qu'on y aille au Congrès, parce que, franchement, de quoi on parle? De l'indépendance de la justice, du fait que le CSM donne son avis sur l'élimination des magistrats. Et là, on est en train de nous dire, la droite, qui est à une année de l'élection présidentielle, qui nous fait la ritournelle, c'est pas assez, il faut regarder. Non, ça suffit. C'est un ersatz de réforme constitutionnelle. Jean-Jacques Urvoas a raison, le garde des Sceaux a raison, mon ami Urvoas a raison. Il faut aller au Congrès. Il faut que le président de la République, comme il l'avait dit aux Françaises et aux Français, réunisse le Congrès. Chacun prendra une bonne fois pour toutes ses responsabilités et pas nous faire la petite leçon comme au moment de la déchéance de nationalité. Chacun prendra ses responsabilités. Mais vous n'aurez peut-être pas de majorité, donc c'est un échec du Congrès, peu importe. Et on verra à cause de qui sera l'échec. Moi, vous m'interrogez, c'est mon souhait. Voilà. Oui. Je ne souhaite pas, comme j'aurais aimé, si vous m'aviez interrogé il y a quelques années, qu'on aille même au Congrès sur le vote des étrangers aux élections locales. Ça s'est oublié. Chacun doit prendre ses responsabilités. C'est ça aussi. Le Parlement, c'est pas plus de 900 parlementaires réfugiés derrière la décision d'un seul homme qui est le chef de l'État. En Congrès, en conscience et en conscience politique, chacun devra s'exprimer. Alors, on va passer au mercredi sur un tout autre sujet. Les sénateurs s'intéressaient aux lanceurs d'alerte. Et vous savez, en ce moment, il y a de nombreux procès. Il y a des procès notamment de LuxLeaks. C'est le Sénat, pendant ce temps-là, qui se penche sur le statut de ce qu'on appelle ces lanceurs d'alerte. Comment mieux les protéger tout en défendant le secret des affaires? C'est drôle de problème. Et les explications sont signées Mounir Soussi. On y revient dans un instant. Ces lanceurs d'alerte font un travail utile pour la communauté internationale. Ils prennent des risques. Ils doivent donc être protégés. Cette intention, énoncée dès la révélation de l'affaire des Panama Papers, devrait se traduire dans la loi. Le texte sur la République numérique examiné par le Sénat possède un amendement créant un statut pour les lanceurs d'alerte informatiques. Ils seraient protégés des poursuites judiciaires en cas de divulgation de failles d'un réseau aux autorités concernées. Depuis 2007, 6 lois tentent de définir ce statut. Aujourd'hui, seules les personnes révélant des informations sur des dangers sanitaires ou environnementaux bénéficient d'une protection solide. La loi anticorruption des entreprises, portée par Michel Sapin, contient des dispositions en faveur des lanceurs d'alerte. Le ministre des Finances souhaite les protéger contre les représailles en leur accordant un dédommagement financier et en prenant en charge leurs éventuels frais de justice. Le vote de la directive européenne sur le secret des affaires pourrait contrarier ce projet. Elle donne des moyens juridiques supplémentaires aux entreprises pour poursuivre tous les acteurs, journalistes ou citoyens, révélant des informations confidentielles. Alors qu'est-ce qu'on fait avec ces lanceurs d'alerte? Michel Sapin, par exemple, il veut rémunérer ces lanceurs d'alerte pour qu'ils aient un vrai statut, finalement. Mais il a raison. Je crois même qu'il a annoncé que dans la loi Sapin 2, il regarderait à renforcer justement le statut des lanceurs d'alerte. Il faut faire extrêmement attention, là encore, quand on entend directives européennes, sur toute cette défiance, sur une forme d'élite qui chapeaute finalement notre vie quotidienne en France, qui est très repris par les populistes, et Marine Le Pen la première, et Jean-Luc Mélenchon en second. Moi je dis attention, après Panama Papers qui a montré une grande liste à l'après-vert, où il y a des politiques, des sportifs, des gens du monde de l'entreprise, finalement quoi? Une caste, une élite qui est au-dessus de toutes les lois, qui finalement laisse entendre que le tout se pourrisse. Même là, la mondialisation est passée par là. Moi, je souhaite que la France, et le président de la République a eu raison de l'affirmer, de le marteler, joue sur ce sujet-là, cette question-là, c'est tout à notre honneur, à la France, à la République, le fait de devoir laisser comme seul message, oui, les lanceurs d'alerte doivent être protégés, oui, on doit renforcer toutes celles et tous ceux qui finalement font quoi? Améliorent la vie démocratique de nos pays et de la France en particulier. On passe à l'actualité française. C'est un géant français qui voit rouge. La dette d'EDF ne cesse de gonfler. L'entreprise doit-elle continuer d'investir? Auditionné par les sénateurs, le PDG d'EDF, Jean-Bernard Lévy, s'est montré serein. Jordan Klein. Allonger la durée de vie des centrales existantes, 51 milliards d'euros. Le PR d'Hinkley Point en Grande-Bretagne, 16 milliards. Deux projets ambitieux que le président d'EDF a confirmé ce matin devant les sénateurs. Mais les finances du groupe posent la question de leur faisabilité. La dette s'élève à 37 milliards d'euros et pour l'instant, rien ne laisse présager un avenir plus radieux pour l'entreprise. Mais le PDG d'EDF se montre ferme quand il s'agit d'Hinkley Point. Je voudrais vous dire que le report d'Hinkley Point ne me semble pas opportun. Certains évoquent la possibilité de reporter le projet après la mise en service de Flamanville et de Taishan. Et ce n'est à mes yeux ni nécessaire ni faisable.
Et pourtant, l'EPR de Flamanville piétine et l'action d'EDF a chuté de moitié. Alors faudra-t-il augmenter les prix de l'électricité? Un scénario inenvisageable. Imaginez, le gouvernement augmente les prix, c'est-à-dire les tarifs réglementés. Que va faire le consommateur, le client? Il va quitter ces tarifs réglementés pour aller sur le marché. À la question des finances s'ajoute celle de la sûreté. Récemment, Ségolène Royal a indiqué vouloir étendre le périmètre de sécurité autour des centrales de 10 à 20 km. Cette zone vise à protéger la population, les biens et l'environnement en cas d'incident nucléaire. Alors on voit bien dans quel état est l'entreprise EDF. Vous, en tant que maire par exemple, si on augmentait les tarifs d'EDF, quelle serait votre réaction? À votre avis? Je ne sais pas. À votre avis, moi qui fais en sorte depuis que je suis maire de ne pas augmenter les impôts locaux, et je ne le fais pas, malgré les contraintes de dépenses en moins demandées par l'État pour l'effort collectif. Évidemment non, mais vous voyez la responsabilité. Et en même temps, il faut aller au secours d'une grande entreprise française. Il faut aller au secours d'une grande entreprise, c'est même un de nos grands fleurons. Donc il faut que... Et l'État est monté au créneau, plus de 3 milliards d'euros. Et l'État est actionnaire majoritaire. Donc il faut renflouer le capital, de ce que je comprends, mais il faut aussi regarder que EDF a 37 milliards aujourd'hui de dettes et un investissement sur un plan à 2035 qui s'élève à 100 milliards. Sans oublier le renflouement aussi d'Areva qui sera à venir. C'est plusieurs milliards, je crois que certains l'estiment à 10 ou 11 milliards d'argent qu'il va falloir trouver pour que tout ça soit dans une équation équilibrée et que ça ne vienne pas à pénaliser l'usager. Donc moi je fais confiance pour le coup au PDG d'EDF, je fais confiance aussi à l'État actionnaire. Il faut laisser en cette matière-là celles et ceux qui sont à la commande. Il ne faut pas venir parasiter ce chemin qui est en train d'être trouvé. EDF doit investir en Angleterre, doit construire les réacteurs d'Hinkley Point comme c'était prévu. 23 milliards d'euros, ce contrat. Oui, en même temps, il faut qu'on ferme Fessenheim. Ah voilà. Il va falloir qu'on dédommage EDF. Bien oui, on y est. Donc, je pense vous vous rappelez de l'accord en 2012 avec les Verts? Bien sûr. Vous avez été responsable aussi des relations avec les partis politiques. Je le suis à nouveau, cher Michael Samès, depuis le 9 avril dernier, secrétaire national aux relations extérieures. Donc, oui, je me rappelle de tout cela, mais c'est là où je parle de l'équation. Il y a un médiateur qui a été nommé pour voir la compensation à devoir obtenir pour EDF. Encore une fois, c'est un de nos fleurons. Il ne faut pas qu'on s'engage sur du tout et son contraire. Et c'est pour ça qu'on a nommé M. Lévy à la tête. Alors, autre sujet, vous allez présenter une proposition de loi devant votre groupe, ce sera le 10 mai prochain, une proposition de loi pour lutter contre le tabac. Oui. Il s'agit en fait d'imposer des quotas au pays sur la consommation des particuliers. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu la philosophie de votre proposition de loi? Déjà, pour celles et ceux pour celles et ceux qui nous regardent, il existe une directive mondiale par l'Office mondial de la santé qui date du 30 novembre 2015 et qui a été repris par les deux chambres là aussi au Parlement, qui dit quoi cette directive? En gros, que pour lutter contre finalement une forme de commerce parallèle des cigarettes dans le monde, organisé par les cigarettiers eux-mêmes, 6 000 milliards de cigarettes produites à l'année, sur les 6 000 milliards, chiffre de l'OMS, 12% sont reroutés par les cigarettiers eux-mêmes sur du commerce parallèle, de manière encore plus exacerbée quand on est en zone frontalière, puisque les prix, les taxes ne sont pas les mêmes. Vous voyez ce qui est en train de se mettre en œuvre sur du trafic Et donc instruire les quotas permettrait de réguler ça? Instruire les quotas, déjà demander au gouvernement de prendre le décret de la directive de l'OM qui n'a toujours pas été pris et qui dit quoi aussi ce décret? Demandez ça à la technostructure ce décret dit aussi que la traçabilité du paquet neutre de cigarettier ne peut pas être jugée partie, est faite par un organisme indépendant. Et moi ce que je souhaite, c'est dans ce projet de loi renforcer cette directive en imposant des quotas, et on revient à la question que vous me posiez, qui permettrait de fournir dans chaque pays de la communauté européenne le stock équivalent à la consommation domestique et non pas un stock inférieur, parce que là aussi c'est organisé, ce qui permet sur les réseaux transfrontaliers de faire ce commerce parallèle que je vous évoquais. On donne moins, donc il faut consommer ce dont on a besoin. Et les cigarettiers organisent cela de donner moins par rapport à la consommation domestique que l'on sait mesurer avec l'OMS. Concrètement, comment on les fixe ces quotas? Est-ce que c'est à l'État de le faire? Concrètement, on les fixe, je pense, avec l'OMS, avec l'Europe. Mon collègue Pargnot, qui est député européen, qui est très alerte sur le sujet, est un bon relais de la question. Tout cela doit se faire en bonne intelligence. Encore une fois, ça n'a d'intérêt que pour ramener 3 milliards aussi
d'euros dans les caisses de l'État, parce que ce commerce parallèle 3 milliards d'euros. Est un trou de 3 milliards et ça renvoie 250 millions d'euros de perdus chaque année pour nos 26 000 buralistes. Et je dis simplement que les buralistes en France, ils sont à 42% dans des communes de moins de 3 500 habitants. Et au moment où ils créent des maisons eux-mêmes, des services publics dans leurs locaux, ils deviennent le premier, voire le seul relais de proximité. Ben moi, je ne me résous pas à aller voir mettre la clé sous le paillasson et à laisser les bras ballants ce commerce s'organiser en parallèle. D'un mot, Luc Carvounas, si cette proposition de loi n'est pas acceptée par votre groupe, qu'est-ce qui se passe ? En tout cas, moi je suis légitimiste, je suis vice-président de mon groupe socialiste, je veux en parler avec le groupe, convaincre mon groupe pour que cette PPL soit déposée. Après, qu'est-ce qui se passe ? J'espère que le débat fera que j'aurai emporté le morceau. D'accord, donc on en reparlera aux alentours du 10 mai, c'est bien 10 ça ? mai, tout à fait. Grande date le 10 mai. Absolument. On passe au jeudi, les opposants à la loi El Khomri manifestent. Nouvelle journée de mobilisation contre la réforme du travail. Des manifestations ont eu lieu dans toutes les villes de France. En marge des cortèges, de violents affrontements ont éclaté à Paris, notamment Marseille ou Nantes. 124 personnes ont été interpellées dans tout le pays. 24 policiers et gendarmes ont été blessés, dont un très grièvement. À Paris, alors Luc Carvounas, les organisateurs se sont laissés déborder, comme le sous-entend le ministre de l'Intérieur. Bien, le ministre de l'Intérieur a malheureusement raison. Bah oui, ils sont laissés déborder. Il suffit de regarder ce qui se passe chaque soir quand ils lèvent le camp, comme on dit. D'autres préparent un autre camp. Et j'entendais ce matin, même sur une onde radio, qu'ils s'organisent. Les policiers étaient effarés de voir que sous les tentes, ils changeaient de vêtements, ceux qui justement mènent les exactions, pour se faufiler dans la population, qui sont des citoyennes et des citoyens, qui ont envie de se retrouver, qui ont envie de discuter. Je peux comprendre, mais j'y suis allé, très objectivement. Vous parlez de Nuit debout. Vous parlez de Nuit debout, c'est pas les manifestations contre la loi El Khomri. C'est un tout. Il y a Nuit debout, il y a les manifestations El Khomri. C'est la même chose, Nuit debout et les casseurs ? C'est des activistes gauchistes. Mais bien sûr, pour ceux qui cassent à la fin de Nuit debout et ceux qui se retrouvent dans les manifestations de la loi El Khomri, on voit bien que nos jeunes... Et sans cerveau, comme a dit Nicolas Sarkozy ? Non, j'irai peut-être pas jusque-là, parce que Nicolas Sarkozy est un habitué de l'outrance verbale et du mépris du citoyen en général. Non, mais que ce soit sur les lois, les manifestations de la loi travail et les débordements gauchistes autour, ou ce que je vous dis sur ce qui se passe tous les soirs à Nuit debout, ce sont à peu près les mêmes et les mêmes corpus. Est-ce que les syndicats doivent condamner les violences comme Bien sûr qu'ils le doivent. Enfin, j'espère que tout républicain condamne les violences. Encore une fois, manifester, c'est un droit. Et en France, on a même pendant l'état d'urgence. Et en France, on a même le droit de manifester pendant un état d'urgence. Donc c'est formidable. Vous voyez la démocratie que nous sommes. Sauf qu'à partir d'un moment, ça devient... Parce que l'état d'urgence, je le dis, c'est pas seulement... Ça devient un danger pour la République. Que par rapport aux manifestations. L'état d'urgence a été mis en place pour renforcer les pouvoirs de police et de justice par rapport au terrorisme. Pas que la légende urbaine d'empêcher des manifestations. Et en tous les cas, aujourd'hui, il faut condamner très fermement, très durement, toutes celles et tous ceux qui, que ce soit dans le cadre de protestations qu'on doit entendre dans la loi travail, ou que ce soit dans le cadre de mouvements citoyens intéressants qu'il faut regarder, j'y suis allé, pour Nuit debout, on ne peut pas autoriser que ceux-là viennent tout dévoyer. Il faut interdire Nuit debout ? Non, il ne faut pas interdire Nuit debout. Mais Nuit debout devra quand même... Vous savez, Nuit debout, moi j'ai l'impression, j'y suis allé une fois les rencontrer au tout début, j'ai l'impression que c'est cette jeunesse, pas forcément toute la jeunesse, mais une jeunesse qui est un peu le miroir d'une autre jeunesse plus réactionnaire qui s'était rassemblée pour la manif pour tous. Donc moi j'entends nos jeunes qui s'interrogent sur leur avenir, je ne le méprise pas. Moi-même, ma première manif, c'était en 86, j'avais 15 ans, c'était contre Devaquet. Donc il ne faut pas mépriser ces mouvements citoyens, mais il ne faut pas non plus en faire l'alpha et l'oméga d'une action politique présente et à venir. Vous parliez de la loi travail, d'un mot peut-être. Est-ce que vous imaginez que le gouvernement puisse sortir l'arme, vous savez, cette fameuse arme du 49-3 ? Parce que visiblement, ça a l'air quand même très compliqué, même encore, de la faire passer à l'Assemblée nationale. Ce serait assez étrange, puisque entre le moment où il y a eu cette indiscrétion dans le journal Le Monde, la décision du Premier ministre d'interrompre pendant 15 jours pour pouvoir discuter avec la ministre du Travail, et le texte qui est encore en discussion, je vois le rapporteur Sirugue, notamment sur des questions comme le CDD, taxé, pas taxé, mais je vois le Bureau national qui, quasi unanimement, y compris les collègues qui sont pourtant généralement la voix des frondeurs, de considérer qu'il y a eu de belles avancées de fait. Après, je voudrais qu'on m'explique pourquoi des députés de gauche n'iraient pas voter un texte qui sanctuarise le CDI. Oui, mais jusqu'à présent, nos textes passent.
Mais sur un texte aussi symbolique, je ne souhaite pas, en tout cas, moi je suis sénateur, le texte arrivera au Sénat plus tard, que le 49.3 soit employé à l'Assemblée nationale. Alors, vous êtes sénateur et s'est passé quelque chose cette semaine, c'est que le Sénat a décidé de saisir la justice. Vous savez, il y a un pneumologue qui est soupçonné d'avoir menti sous serment devant une commission d'enquête. C'était une commission d'enquête parlementaire sur la pollution de l'air. Il aurait caché ses liens avec l'industrie pétrolière. Quentin Calmet vous explique tout cela. On en revient, on en discute dans un instant. C'est une décision inédite et prise ce matin à l'unanimité des membres du bureau du Sénat. Ce dernier estime que la déclaration sous serment du professeur Aubier devant la commission d'enquête le 16 avril 2015, selon laquelle il n'avait aucun lien d'intérêt avec les acteurs économiques, pouvait apparaître mensongère. Mensongère car le professeur Aubier, auditionné sur la question de la pollution de l'air en tant que représentant de l'assistance publique Les Hôpitaux de Paris, était au même moment salarié par Total. Mais devant les sénateurs, le médecin ne mentionne pas cette information, alors même que la question lui est directement posée. Michel Aubier, qui lors de cette audition minimise l'impact du diesel sur la santé publique, expliquant que le nombre de cancers dans les pathologies respiratoires liées à la pollution de l'air est extrêmement faible. Pour les LHI qui avaient auditionné le professeur Aubier, la saisine du parquet est une excellente nouvelle. Je salue cette décision parce que le mensonge du professeur Aubier lors d'une commission d'enquête est grave. Pourquoi ? Parce que la question qui nous concernait, qui préoccupait, c'était une question de santé publique puisqu'il s'agissait d'une commission d'enquête sur le coût économique et financier de la pollution de l'air et qu'il a menti à une commission d'enquête au sein de la représentation nationale et que de fait, il a menti aux Français. Le professeur Aubier encourt jusqu'à 75 000 € d'amende et 5 ans d'emprisonnement. On va le rappeler quand même, c'est une décision historique de la part du bureau du Sénat qui a décidé de saisir la justice. J'imagine que vous saluez la décision du Sénat. Estimez-vous que l'institution a été lésée dans cette affaire ? Ça, c'est la justice qui le dira, puisque le bureau du Sénat a décidé de saisir la justice. Mais en tous les cas, vous le savez, j'ai écrit un livre sur les institutions. Je pense qu'il faut que les institutions, que les commissions permanentes, que lorsque l'on auditionne sous serment, que chacun reprenne les règles, le rôle de ce que l'on doit et de ce qui se doit. Et donc, cela participe aussi à revenir en lien avec nos concitoyens qui ne croient plus à la politique. À partir du moment où il y a quelque chose qui ne convient pas, qui ne fonctionne pas, le bureau, et qu'il y a eu un mensonge, visiblement, le bureau a eu raison de saisir. Et vu que vous parlez des institutions, vous avez peut-être vu ce sondage cette semaine où les sénateurs, les députés n'ont plus du tout la confiance des citoyens. Le maire reste encore, vous le savez très bien, le maire reste en tête, mais que ce soit le parlementaire, Sénat et Assemblée, il n'y a plus de lien, il n'y a plus de confiance. Mais c'est presque normal, j'ai envie de vous dire. Entre l'Assemblée nationale, nous avions de l'or entre les mains, la gauche. Nous dirigeons ce pays, nous le dirigeons encore, et nous avons offert un spectacle, finalement, de division, toute gauche confondue, d'où la nécessité de cette pédagogie qu'on évoquait au tout début de l'émission. Il faut commencer à faire l'inventaire. Bien sûr, c'est très important de faire un vrai inventaire, mais qui vaut aussi pour nos partenaires qui nous ont abandonnés en race campagne. Pas un inventaire entre socialistes. Que le PC et les écologistes, qui dirigent, comme à Alfortville, la commune avec moi, le département ensemble du Val-de-Marne, ou la région, nous sommes aujourd'hui dans l'opposition ensemble, qui nous disent pourquoi, malgré le contrat de gouvernement que nous avions mené ensemble il y a quelques années, ils ont rompu ce contrat. Il ne suffira pas de me dire c'est le CICE, c'est l'histoire du discours, notre ennemi c'est la finance, ça sera un peu léger. Donc cette introspection, on a tous intérêt à la faire. Et c'est pour moi le seul socle qui pourra nous relégitimer tous ensemble, parce que moi je souhaite que, in fine, nous repartions tous ensemble pour pouvoir justement éviter que ne vienne demain une droite que j'ai appelée avec Claude Barthelin par la campagne Île-de-France, cette droite dure. Vous avez fait des erreurs, comme le constate Manuel Valls dans le magazine Society aujourd'hui ? Vous faites des erreurs. Pendant ce quinquennat, la gauche a fait des erreurs ? En tous les cas, je pense, oui, on a très certainement fait des erreurs pour avoir un tel niveau de défiance, alors que notre action, si elle avait été plus lisible, n'aurait pas dû être vécue comme cela. Mais après, vous savez, le peuple français, c'est un peuple, selon moi, très politique. Il ne suffit pas même d'avoir un très bon bilan. On se souvient de 2002, Lionel Jospin. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous sommes investis, les maires, et nous sommes investis, les parlementaires, pour faire juste en sorte qu'un truc, que la gauche puisse enfin assumer son rapport au pouvoir. Et c'est ça aussi l'interview de Manuel Valls dans Society. Justement, on va en reparler. C'est l'exercice du pouvoir de la gauche. Manuel Valls, on en reparle avec notre partenaire, la Loupe du Scan. Jim Jarassé nous a rejoint.
Bonjour, Jim Jarassé. Bonjour. Alors justement, vous avez évoqué cette interview de Manuel Valls dans Society qui sort aujourd'hui. Il y liste les erreurs du quinquennat. Il parle de l'anti-sarkozysme que la gauche a mis en avant comme seul ressort au début du quinquennat. Il dit on n'a pas suffisamment assumé le virage économique et sécuritaire. Un droit d'inventaire fait par le Premier ministre à 1 an de la fin du quinquennat, est-ce que c'est une bonne méthode? Oui, il est dans son rôle. C'est le chef de la majorité. Il a été mis là par le président de la République pour à la fois animer cette majorité puis mettre en place la politique voulue par le président de la République, celle pour laquelle il a été élu le 6 mai 2012. Oui, il est dans son rôle. Et il est dans son discours de vérité que je lui ai toujours connu avoir, c'est de dire les choses, de les nommer. Et on a vraiment un complexe, nous la gauche. On me le disait avant de gagner le 6 mai 2012. Moi, vous savez, j'avais 10 ans en 81, donc je n'ai pas connu, comme d'autres, cette première victoire. On me disait, tu vas voir, la gauche, on a un complexe dans le rapport au pouvoir. Je ne voulais pas y croire parce que moi, je suis de la génération qui avait gagné toutes les élections intermédiaires. Et donc je disais, mais c'est pas possible, on ne peut pas avoir gagné toutes les villes, les départements et les régions et avoir un complexe de rapport au pouvoir quand on va diriger le pays. Et c'est malheureusement ce qui s'est produit. Est-ce que pour Manuel Valls, c'est pas finalement un moyen de prendre un peu de distance avec ce quinquennat pour déjà se placer dans l'après 2017 ? Est-ce que vous croyez que c'est le rôle du chef de la majorité de se placer dans l'après? Moi, je l'ai toujours entendu et je fais partie de ceux qui ont... C'est ce qui semble ressortir. Mais écoutez, moi, ce que je sais de lui, c'est qu'on parlait des institutions, c'est qu'il a chevillé au corps, justement, nos institutions et leur fonctionnement. Vous savez, même à moi, qui suis un de ses proches, il ne m'évoque jamais les échanges qu'il a avec le président de la République, parce que ce ne sont pas des échanges ad hominem, mais les échanges entre le président de la République et son Premier ministre. Et donc, si je dis cela, c'est que quand on parlait du rapport à la fidélité, de cette culture politique qui m'a été éduquée, quand on parlait d'Emmanuel Macron vis-à-vis de François Hollande, Manuel Valls est un homme extrêmement loyal et extrêmement fidèle à celui qui lui a fait confiance en le nommant au poste où il l'a nommé. Et après ? Écoutez, moi, j'ai été le directeur de campagne de Manuel Valls aux premières primaires citoyennes et républicaines en 2011. Et moi, j'ai toujours vu en Manuel Valls notre candidat pour être, j'espère, en 2022, président de la République. Mais pour moi, cette étape, je l'ai toujours dit, passait par la réélection de François Hollande, si tant est qu'il soit candidat, puisqu'il a assujetti un critère important sur la baisse du chômage. Mais en tous les cas, j'ai toujours été clair. 2022, donc ça reste l'objectif. Mais pour ça, il faut qu'on réussisse 2017. Parce que si on perd 2017, la gauche va même plus exploser, elle va imploser, on va avoir beaucoup... Parce que nous, le PS, on implose peut-être. Mais regardez ce qui se passe chez les écologistes, chez les communistes, au PG. Il n'y aura plus de gauche. Est-ce que le risque pour Manuel Valls, c'est pas de suivre un peu la trajectoire de François Fillon, qui a fini son passage à Matignon très abîmé et qui est encore aujourd'hui, dans la compétition pour la primaire, comptable du bilan du précédent quinquennat? Est-ce que c'est un risque? C'est la première fois qu'on me compare aussi ouvertement Manuel Valls à François Fillon. Mais moi, vous pouvez aussi me le comparer à un Jacques Chirac qui a été Premier ministre et qui est devenu président de la République. Voilà. Donc moi, je ne sais pas quels sont ce type de comparaison tant que je ne vois pas comment se déroule la fin de ce quinquennat. D'ailleurs, François Fillon est même lui-même candidat aux primaires à droite pour être candidat et élu président en 2017. Il faut arrêter de se comparer les uns et les autres. Parce que du coup, à force de se comparer les uns les autres, ça laisse entendre, même à des gens brillants, qu'il n'y a ni de gauche ni de droite. Le fait est que Manuel Valls est dans une mauvaise passe en termes de popularité en ce moment. Regardez cette courbe, cette enquête Harris qui vient de sortir. On voit que la courbe de Manuel Valls continue de baisser, alors que celle de François Hollande remonte légèrement. Ils sont plus qu'à 4 points d'écart dans les sondages. Est-ce que le Premier ministre peut finir le quinquennat moins populaire que le président de la République ? Écoutez, le Premier ministre, quand il a accepté cette mission après une débâcle municipale, il a fait ce pari audacieux que pour la première fois peut-être, le tandem président de la République, Premier ministre pouvait être un tandem qui se fasse marchepied l'un l'autre et que ce soit un couple sans une feuille de papier entre l'un et l'autre. Le président de la République remonte dans les sondages, tant mieux. Le Premier ministre baisse un peu dans les sondages dans ce moment-là. Je le déplore, je me batte avec d'autres pour que les choses changent. Dans tous les cas, il n'y a pas à regarder. Encore une fois, l'un est avec l'autre et l'un va avec l'autre. Qu'est-ce qu'il peut faire pour se relancer? On sait que chaque été, il a l'habitude de prononcer un discours assez personnel, assez politique, à Vauvert notamment. Est-ce que vous l'appelez à faire la même chose cette année, à 1 an de la présidentielle, à se dévoiler encore? Il y a une chose que je ne comprends pas. On nous dit que la croissance, le premier trimestre, est au-delà des espérances, même si c'est 1 plus 0,1. On voit qu'il y a moins 60 000 chômeurs de moins. On voit que la croissance et le pouvoir d'achat des ménages repart. Et malgré ça, j'entends qu'est-ce que Manuel Valls doit faire pour se relancer. Mais se relancer sur quoi?
sur la politique qu'il est en train de mener et qui est en train de réussir, celle qui est l'exemple du tandem Hollande-Valls. François Hollande et son Premier ministre vont maintenant aller jusqu'au bout de ce quinquennat sur les réformes pour lesquelles ils ont été mandatés. N'attendez pas de moi de vous sortir. Il n'y aura pas de « Eh oh la gauche », il n'y aura pas de « En marche ». On n'a jamais fait de courant. Nous, notre famille, c'est le Parti socialiste. Est-ce qu'il doit continuer à parler d'identité, Manuel Valls? On l'a entendu parler du voile comme un signe d'asservissement, d'affirmer que le salafisme était en train de gagner la bataille dans les banlieues. C'est des termes assez forts qui ont été parfois un peu critiqués par certains de vos camarades socialistes. Est-ce que vous vivez en banlieue, monsieur? Non. Bon, moi je vis en banlieue, j'y suis né, je suis même devenu le maire de la ville de banlieue où je suis né. Donc je comprends très bien ce qu'est en train de dire Manuel Valls sur le salafisme dans les salles de prière qui est en train de s'installer, mais aussi parce qu'il y a dans certaines villes de banlieue une forme, je le dis ici, de complaisance de ceux que j'appelle le premier guichet républicain, que sont les maires, parce que ça les arrange. De manière électoraliste, ça les arrange. Jean-Marie Le Guen dit islamo-gauchisme, c'est un terme que vous reprenez. Je laisse à Jean-Marie Le Guen ses propos. En tous les cas, je comprends très bien ce que Manuel Valls décrit, lui qui a été maire d'une ville de banlieue comme moi et qui y a vécu longtemps. Donc, encore une fois, il faut manipuler les termes avec beaucoup d'intelligence. Moi, vous savez, sur le voile, là aussi, je dis, faisons attention aux mots. Parce que l'islam, pour moi, elle est généreuse. Marine Le Pen dit, quand j'entends Manuel Valls parler d'islam, j'ai l'impression de me lire. Oui, mais Marine Le Pen, je pense qu'elle ferait bien de nous dire où elle en est dans sa tête, parce qu'elle est dans un délire total. Juste, merci Jim. Merci. Avant de nous quitter, ici même, vous aviez accusé le président du Sénat, je cite, d'être partial dans des questions d'actualité, de privilégier un peu la droite. Et écoutez ce qu'il vous répondait. Totalement faux. J'ai fait une petite statistique que j'ai rapportée il y a 3 semaines en conférence des présidents. La différence entre socialistes et républicains, c'est 52 centièmes de seconde pendant 3 mois. Vous vous rendez compte, M. Carvounas, c'est sensible, c'est un sprinter. Et même les communistes ont dépassé de 8 secondes 16. Les écologistes de 7 secondes. Vous vous rendez compte? Non, M. Carvounas, il faut qu'il reprenne son chronomètre. Vous avez repris votre chronomètre? J'ai pris mon chronomètre. Et puis, vous savez, dans la gestuelle, quand on a les bras fermés, c'est qu'on est fermé à la question. C'est la psychologie de la gestuelle. Et puis, moi, je plains le collaborateur de cabinet, vous vous rendez compte, mandaté par Gérard Larcher, quand j'en ai parlé, qui a dû regarder les 3 mois précédents pour nous donner au centième près. Donc, son chronoguette, c'est lui qui l'invente. Mais si on a des problèmes de comptage pour des photos au moment des JO, on va demander à son collaborateur de cabinet de nous le mettre en détachement à Paris. Eh ben, on fera passer le message. Merci beaucoup, Luc Carvounas. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Elisa. Et Parlement Hebdo, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir suivis. Très bonne journée à tous sur les chaînes parlementaires.